Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. Une partie de terre du Rwanda a été donnée à la République démocratique du Congo durant la période coloniale. Encore des propos qui fâchent prononcés par le président rwandais Paul Kagame. La réaction du gouvernement congolais n'a pas traîné. Pour Kinshasa, il s'agit d'un parfait faux prétexte. Face à cet effront du Rwanda, le président du Sénat appelle la classe politique à une conscience collective sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Modeste Bahati Lukwebo s'est exprimé à la plénière de ce lundi au Sénat. À suivre également dans cette édition d'information l'annonce de l'organisation du tournoi de football dénommé Fachi Cup, compétition qui aura lieu à Kinshasa au mois de juin prochain. Elle réunira 8 sélections nationales de moins de 20 ans. C'est tout pour le titre. Mesdames et messieurs, place au développement. Bonsoir. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré, vous l'avez certainement suivi, qu'une partie de son pays, le Rwanda, a été donnée à la République démocratique du Congo durant la période coloniale. Des propos balayés par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Muyaya, le président rwandais veut détourner l'attention de l'opinion congolaise sur des enjeux. Il s'est exprimé ce lundi lors du briefing spécial qu'il a animé depuis la ville de Goma. Suivez. C'est des questions qui vont revenir. D'abord, vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussole. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait qu'il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont en Rwanda. Et puis depuis quelques temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour rappeler en juin 2018, à Goma, ici, il y a une signature d'un accord avec des démarcations définitives de frontières. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC, Henri Mouvasakani, et James Kabarebe qui était ministre de la Défense. Donc nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier à ouvrir sur ce sujet, si c'est de vouloir provoquer une fois de plus la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les R23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan à la feuille de route de Nairobi, qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité, parce que de toute évidence, c'est lui le créateur et le porte-parole du M23. Voilà plus ou moins ce que je peux dire. Les propos de Paul Kagame démontrent à suffisance qu'il veut déclarer la guerre à la RDC. Ainsi s'est exprimé Claude Ngiama, cadre du parti politique d'Adolphe Muzito, qui estime que le président de la République doit déclarer la guerre au Rwanda. Aujourd'hui, les écailles de Kagame sont tombées et donc il a mis à nu sa vision machiavélique pour la RDC qui consiste à conquérir soi-disant des terres rwandaises qui se trouveraient dans la partie orientale de notre pays qui est la République démocratique du Congo et qu'aujourd'hui, moi, Claude Ngoma, comme ma formation politique, nous qualifions cette déclaration, cette allégation d'une déclaration de guerre. Parce qu'il faut comprendre que Kagame est à sa énième menace et qu'aujourd'hui, il appartient maintenant au gouvernement de pouvoir réserver une réponse grandiose face à de telles allégations, à de telles déclarations qui menacent l'intégrité nationale et la souveraineté du Congo, qui est notre patrie. Et sur ce, je recommande au gouvernement de pouvoir réserver une réponse grandiose. Pourquoi? Parce que sur un plan diplomatique, à toute action correspond une réaction.
Comme annoncé dans les titres, le président du Sénat appelle la classe politique en général à prendre à bras le corps la question de l'insécurité à l'Est en lieu place de s'abonner à cœur joie dans des déclarations de positionnement politique. Modeste Bahati Lukwebo s'est exprimé à la plénière de ce lundi, plénière au cours de laquelle les sénateurs ont décidé de la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et Ituri. Le complot, ce n'est plus un secret, comme c'est connu. C'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Donc, je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective. Et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. Dans le même chapitre, il s'observe un faible retour des populations dans les zones libérées par les rebelles M23. C'est selon Jean-Claude Babanzé, président de la société civile de Rutshuru au Nord Kivu. À l'en croire, l'ombre de rebelles M23 plane encore et empêche la population à regagner leur demeure. On écoute Jean-Claude Babanzé depuis Rutshuru. Il est joint par Josué Bangbazo. Bon. D'abord, il faut corriger, il n'y a vraiment pas de retour des populations dans les zones libérées par l'M23. Bien sûr, à part quelques cas de Kibirizi, où les gens avaient quitté vers Kanyabayonga. Mais là, l'M23 n'était pas entré dans Kibirizi. Ils avaient seulement menacé et la population avait fui par peur. Et c'est la population de ce côté-là qui est en train de retourner parce que l'M23 n'avait pas appris cette localité. Mais sinon, dans d'autres localités où on suppose ne pas avoir le compte de l'M23, les M23 sont toujours là. Dans toutes les entités où on supposait qu'ils devaient se retirer, ils sont toujours là, d'ailleurs, ils continuent plutôt à renforcer. Ils sont toujours là, ils ont abandonné quelques petites positions non consistantes, mais les grandes positions, elles sont toujours là. Donc, ils sont toujours au centre, ils sont toujours du côté de Mabenga, ils sont toujours du côté de Kibumba. Mais ils sont toujours dans le système de cessez-le-feu, elles n'ont pas réagi jusque-là. On voit toujours les AC qui circulent dans toute la zone, bien sûr, côte à côte avec les gens du M23, et on est en train d'assister vraiment à une cohabitation des éléments, disons, du contingent, surtout des Ougandais, des Kenyans, aux côtés des éléments du M23. Ce que nous lançons, c'est de demander aux autorités d'être claires dans leur communication. Parce que les autorités nous ont dit que ces éléments-là, ils viennent pour traquer la M23. Et c'est de ces contingents de l'EAC disent qu'elles ne viennent pas se battre. Et donc, pour nous pensons qu'il est grand temps que le gouvernement prenne ses responsabilités afin de débloquer notre dernier CM23 pour permettre aux populations de rentrer, également de bien définir les mandats de l'EAC. On doit dire clairement quel est le mandat de l'EAC pour qu'on soit fixé par rapport à cette question. D'une province à une autre, début ce lundi des activités du programme de désarmement et de mobilisation au site de Diago. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chama Johnny, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Plus de 20 000 membres des groupes armés sont concernés par ce programme qui vise à stabiliser et pacifier la province de l'Ituri. Mes sincères félicitations. Je sais que vous avez été parmi les premiers. Quand personne ne croyait au processus, vous êtes venus chez nous, vous avez exprimé le désir de rendre les armes. Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas changé. Félicitations.
Après plus d'une année d'attente, le programme de désarmement et de mobilisation annonce déjà ses couleurs. À Ituri, 120 éléments ici de groupes armés Codeco et FPIC ont répondu présent à la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de participer aux efforts de la paix et de la stabilité de cette province. Plus de 20 000 miliciens sont attendus tout au long de ce processus pour le bien-être de la population de l'Ituri, a dit le colonel magistrat Pierre-Égide Bossalé, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles du pays de DERCES. On a sur le site une centaine de gens, des ex-combattants qui sont venus principalement d'ici, du territoire d'Irumu. On espère qu'à partir de ce geste, ceux qui hésitent encore, ceux qui sont encore réticents, vont comprendre qu'il est temps de venir à la paix et de rejoindre les autres. Et on a suffisamment d'infrastructures pour les accueillir. Parlant au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuyanka Shomadjouni, a interpellé la conscience collective des Ituriens au pardon sincère, le vivre ensemble, avant d'inviter certains miliciens réfractaires à rejoindre ces programmes. Donnez la paix à ces enfants. Donnez l'avenir, chers leaders. Donnez la paix à vos enfants. Ces enfants-là ne peuvent pas se tuer s'ils savent qu'ils ont des parents qui peuvent, n'est-ce pas, leur demander d'arrêter. Est-ce qu'à un certain moment, on ne peut pas dire on arrête? Donc venez ici, avec les moyens que nous aurons. Yamingi Yao Kidogo, venez ici. Mais montrez que vous aimez la paix. Pour la notabilité locale, le lancement de ce programme constitue un espoir pour la paix en Ituri. Sincèrement, nous sommes ceux-là qui nous réjouissons de voir que là, le soleil est en train de vouloir apparaître et que cette luminosité va effectivement donner la paix, et la paix tant attendue par les fils et filles de l'Ituri. Pour s'assurer de la prise en charge holistique des ex-combattants, le gouvernement militaire a eu droit à une visite guidée des installations de ces sites. Pour l'instant, place à la paix. Le chef de l'État suisse, Alain Berset, a bouclé sa visite dimanche en République démocratique du Congo. Le chef de l'État de la Confédération helvétique s'est notamment rendu dans la province du Sud Kivu, où il a visité des structures qui bénéficient des financements suisses. C'est le cas de l'hôpital Panzi qui a accueilli le président Alain Berset. La suite dans ce commentaire de la presse présidentielle. La Suisse est très active dans les domaines de la santé et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Voilà pourquoi elle apporte un appui financier important pour des projets pérennes dans ces domaines. Parmi les dernières réalisations d'appui aux structures de l'État congolais figure la centrale de distribution régionale de médicaments CDR de Bukavu. Construite en 2021 avec des fonds suisses à hauteur de plus de 5 millions de dollars américains, cette centrale est une structure d'approvisionnement en médicaments de qualité pour tous les centres de santé et hôpitaux du Sud Kivu, conformément à la politique pharmaceutique de la République démocratique du Congo. La CDR Bukavu est aussi un modèle réussi du partenariat public-privé parce qu'elle fonctionne sous statut d'une ASBL et porte le nom de la CADMESKI, la centrale d'approvisionnement et de distribution de médicaments essentiels du Sud Kivu. Sa mission est salutaire pour toute la province selon son directeur exécutif. Après un échange avec les acteurs publics et privés qui ont exposé sur leurs différentes interventions, le président de la Confédération helvétique a fait le tour de l'entrepôt construit aux normes écologiques et visité de grandes chambres froides pour la conservation des produits sensibles. Dans le domaine de l'emploi et développement économique, la Suisse a mis en œuvre depuis 2016 les programmes Promost pour améliorer l'employabilité des jeunes filles et garçons. Au Centre d'apprentissage professionnel et artisanal, CAPA, le président de la Confédération helvétique a été impressionné de voir les réalisations de jeunes encadrés dans une vingtaine de filières de formation. De la vannerie à la maroquinerie artisanale, en passant par la briqueterie parasismique, plus de 600 jeunes côtoient chaque jour CAPA, un autre modèle réussi d'intégration sociale des jeunes désœuvreux et ceux issus des groupes armés. Ces apprenants ont reçu les encouragements du président de la Confédération helvétique Alain Berset.
L'autre structure privée qui bénéficie d'un appui financier important de la Suisse est l'hôpital des Panzi. Son médecin directeur et tous les personnels étaient tout heureux d'accueillir ces jours leurs bailleurs des fonds. À l'hôpital des Panzi, la Suisse intervient dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, dans la fourniture d'équipements des laboratoires et des scanners de dernière technologie et dans la formation diplômante des masters en psychologie clinique. Au terme de toutes ces visites, le président de la Confédération helvétique a fait la restitution de sa mission devant la presse de Bukavu. Il est resté très marqué par cette visite en République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa, la capitale va abriter le 20 avril prochain la réunion du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en République démocratique du Congo. Rencontre qui sera organisée par le Conseil président de veille stratégique, un service spécialisé de la présidence de la République démocratique du Congo chargé de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du chef de l'État dans le programme d'action du gouvernement. Près de 150 participants sont attendus à ces assises dont l'objectif est de discuter des défis et de la modernisation de l'exploitation minière artisanale en République démocratique du Congo. Le coordonnateur national de la dynamique, Maître Paul Djouga, structure d'appui au parti politique Mouvement de Libération du Congo, a inauguré samedi un pont qui facilite la traversée sur l'avenue Bukanga dans la commune de Makala à Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du Mouvement de Libération du Congo, Fidèle Babala, des cadres et des membres de la dynamique, mais aussi de la population venue en masse. Reportage James Mouchia. Samedi 15 avril, une journée qui restera inoubliable pour la population du quartier Kimwenza dans la commune de Makala. Ici, sur l'avenue Bukanga, un pont est jeté pour permettre la traversée et faciliter les trafics sur cet axe. Cette initiative constitue un ouf de soulagement pour la population du coin. L'occasion faisant les larrons, le coordonnateur de la dynamique, Maître Paul Djouga, a offert un câble électrique d'une trentaine de mètres à la population du quartier Kampinzi à Yolo, dans la commune de Kalamou, pour permettre le rétablissement de l'électricité. Pour Maître Paul Djouga, cette initiative s'inscrit dans la vision du MLC qui met l'homme au centre de ses actions. Et comme vous le savez, le MLC est symbolisé notamment par la fourmi, qui veut dire le travail, qui veut dire la solidarité, qui veut dire la discipline. Et nous avons pensé, nous la dynamique, Maître Paul Djouga, que nous pouvions nous occuper du social de la population à travers ces quelques œuvres. Et vous le savez, le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, l'a déjà si bien dit, le peuple est d'abord. Aujourd'hui, vous avez la concrétisation de cette parole qui n'est pas un slogan. Il faut noter que la dynamique Maître Paul Djouga œuvre principalement dans les districts de la Funa à Kinshasa, où elle est implantée pratiquement dans toutes les communes. Depuis sa création, elle a déjà entrepris plusieurs actions sociales pour le bien-être de la population. Les habitants de la ville de Kinshasa, comme ceux d'autres provinces, manifestement frappés de plein par l'actuelle situation économique déconcentrante, situation due par la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. La question, comment survit la population face à la crise et surtout les quinois lambda. Nous avons approché des vendeurs de beurre de cacahuètes. Reportage. Adamo, Adamo, awo silikoli ya mboma, eva mwana nanga, awo buki ya ngaikila, nabakitani babino, lonani pobolia, amotoki nde bozili. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, dans la commune de Lingwala, devant l'une des grandes boulangeries de la capitale. Aux côtés de ceux qui vendent le pain, il y a également des hommes et des femmes commerçants de la pâte d'arachide ou beurre de cacahuètes. So moi bezata ntuka toteka bien te. Tonika mwa na biso awa, ba machine na biso yango yo.
soto eto zungu bana soto poli to bongisi toniki mwamba yango nde sala ke poto te kamapa o tonika ka mwamba to soto to poni yango to chena machine baniki to chemu oui to telemi to banyo tambola. S'agissant des difficultés rencontrées et les bénéfices de ces petits commerces, chacun répond en ces termes. À côté cannabis onanu liboso soki nguba eza passe nde sala ka ba crise wana nguba ezomona na te tozala na pasi mingi ya kosomba na kozwa nguba neti ba 2 semaines passées nguba ezaki ya komata makasi tosoma ekopo ya nguba ntina ba 2500 francs tokoma oteka kopo ntina 3000 francs difficulté ezalaki makasi ozotambola oza na mbongo moyo ozwa nguba eza te basombela biso bamwambo ezalaka bamama mapa soki bamama mapa baza te biso toza na pasi tozalaka bampani mpa mpamba ya machine auparavant ezalaka machine ya manuel bénéfice na biso kaka yango na avantage na biso pourtant tosoki machine boye konika nguba eza ofele yo kilo yo osubili biso kaka nguba konika ofele donc avantage eza kaka bénéfice oyo biso tozwa na nguba yango avantage na biso. Les commerçants appellent à l'amélioration de la situation socio-économique, ce qui leur permettra également de tirer plus des bénéfices grâce à la vente. Fatih Cup, c'est le nom du tournoi de football qui sera organisé au mois de juin prochain en République démocratique du Congo. Le tournoi réunira 8 sélections nationales de moins de 20 ans de la zone Afrique. L'annonce a été faite ce lundi après un entretien du ministre des Sports avec le membre du comité exécutif de la Fédération congolaise de football. Suivez. C'est un tournoi qui sera totalement pris en charge par la Fédération internationale de football association. De ce vendredi, une délégation puisse traverser au Brazzaville, là où se trouve le président de l'UNIFAC, le président Guy Mawelas, président de la FECOFOOT, par rapport à la faisabilité de ce tournoi. Son Excellence a également fait des avancées significatives, puisque la Confédération africaine de football a autorisé que le stade qui n'est pas approuvé, donc qui est normalement fermé, soit réouvert pour les rencontres de certaines catégories, notamment le football féminin qui va déjà organiser dès ce 22 la finale du tournoi interuniversitaire, ainsi que la Dinafoot qui va probablement reprendre. Parce que vous savez que c'est depuis le mois de décembre que ce tournoi et le championnat est à l'arrêt, suite aux difficultés de déplacement des équipes et également aux difficultés de flux aériens qui en face à la grande étendue du territoire. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Entre-temps, l'information reste en continu au www.actu30.cd. Au revoir.